Si je vous parle de Samuel Moderi, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui vous sonne une cloche? Non. Qui vous rappelle une histoire? Non, pas vraiment. Si je vous parle plutôt de celui qu'on a appelé le violeur de Tinder. Oui. C'est une histoire qui a beaucoup marqué au Québec dans les dernières années. Là, probablement que ça vous sonne une cloche. Dans les pires histoires d'agression qu'on s'est fait raconter dans les années récentes, Samuel Moderi, c'est un agresseur sexuel qui a été condamné à 25 ans de prison, une peine historique, pour avoir drogué et agressé 13 femmes qu'il avait rencontrées virtuellement sur des plateformes comme Tinder, un peu comme l'histoire Pélico en France, de laquelle on a beaucoup parlé, pas tout à fait dans le même contexte, mais quand même, on mais parle ça se vraiment... passait dans le même temps, en passant. Oui, dans les mêmes... Oui, dans le t'as raison, c'est un super bon point. Il servait de la drogue, faisait que les filles avaient aucun souvenir des agressions, mais comme une pure vidange. Il a été condamné en grande partie parce qu'il gardait lui-même des photos et des vidéos de ses agissements, de ses agressions sur ces 13 femmes-là. Et donc, autrement, parce que son modus operandi était tellement précis, on ne sait pas quel genre de procès, ou si même des accusations, auraient été déposées dans un monde où lui-même, comme une totale ordure, ne gardait pas des souvenirs, si on peut appeler ainsi, numériques, de ces agressions épouvantables. Si je vous en parle, si on a décidé de vous en parler ce matin, c'est parce que sur Crave, aujourd'hui, est rendu public une série de 3 épisodes sur cette histoire-là qui semble vraiment, vraiment, vraiment choquante, mais aussi fascinante. La série s'appelle Le violeur de Tinder et la co-réalisatrice de la série, Vanessa Boisset, est en ligne avec nous pour en parler. Bon matin, Vanessa. Bonjour. C'est une histoire complètement folle qui a fait jaser le Québec pendant plusieurs mois. Pourquoi avoir décidé de reprendre cette histoire-là et d'en faire un projet télévisuel? Ce qui m'a motivée à faire un projet télévisuel sur cette affaire, c'est que quand j'ai vu la couverture médiatique au moment où les faits se produisaient, ou en fait quand ça a commencé à sortir dans la presse, c'est que je me suis dit, ça aurait pu être moi. Puis je voulais comprendre, vous parliez de l'affaire Pélico aussi avec laquelle ça résonnait, je voulais comprendre et dénoncer surtout les mécanismes de soumission chimique sur les applications de rencontres et les dangers, sensibiliser le public aux dangers des applications de rencontres, d'être plus vigilant finalement. Parlez-nous du choix de format, parce que j'ai regardé la bande-annonce. C'est pas un documentaire à proprement dit, comme on peut en voir sur d'autres plateformes. Il y a des acteurs qui sont dans le documentaire, mais il y a aussi des vrais témoignages. Pourquoi avoir pris cette avenue plutôt celle du documentaire plus traditionnel, où on voit des intervenants, des images d'archives, etc., et prendre des comédiens pour la série? Le docu-fiction a été le format choisi parce que les victimes, pour préserver leur anonymat, nous avons leur témoignage. Mais pour les reconstitutions, il fallait on pouvait pas le faire avec les victimes. Ça aurait été trop traumatisant, puis ça aurait pas été adéquate. Donc pour les reconstitutions et les mises à l'image, en fait, on a pris des comédiens. OK, je comprends. Je présume que dans votre travail de réalisatrice, rencontrer ces femmes-là et leur demander de retourner dans ce qui est assurément le pire moment de leur vie, ça devait être assez délicat, assez difficile. Comment s'est faite cette prise de contact avec ces femmes-là et comment se sont passés ces entretiens-là? Ça a été en toute transparence et en toute délicatesse de les approcher en leur disant mes intentions et que l'objectif du projet était vraiment de leur redonner la parole, qu'elles puissent se réapproprier leur récit et qu'elles puissent aider d'autres femmes ou d'autres personnes à ce que ce mécanisme ou ce type d'affaires-là ou ce type d'horreur-là ne se reproduisent pas. En sensibilisant les gens sur les risques qu'il peut y avoir sur les applications de rencontres ou sur les mécanismes de la soumission chimique, ça permet de se dire que les gens vont être plus vigilants par la suite, ou les femmes en particulier. Parlons-en de la soumission chimique. C'est pas un terme qu'on entend très, très souvent. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la soumission chimique? Est-ce que c'est simplement l'utilisation du GHB, ce qu'on appelle la drogue du viol, qui, je pense, est plus comprise par la population parce que médiatisée dans certains cas? C'est quoi la nuance avec la soumission chimique?
Le GHB peut être une drogue pour amener à la soumission chimique. La soumission chimique, c'est peu importe la drogue, c'est d'amener la personne à un état d'inconscience et de vulnérabilité telle qu'elle n'en a pas aucun souvenir et qu'elle ne peut pas se défendre, qu'elle ne peut pas consentir, qu'elle est complètement finalement un pantin, un objet à la merci de son agresseur. OK, je comprends. En se penchant dans ce procès-là, en retournant dans les preuves, par exemple, qui ont été présentées, j'imagine que pour vous, ça devait être troublant, dégueulasse d'entendre tout ce qui a été raconté. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, comment il fonctionnait, là? Parlez-nous justement de son modus operandi à cet ignoble individu. Il rencontrait des femmes sur des sites de rencontres, dont Tinder, mais aussi d'autres sites, d'autres applications. Il les séduisait, il les manipulait, il se présentait sous un beau jour. Puis ensuite, il s'arrangeait pour soit les inviter chez lui, soit s'inviter chez elle. Puis ensuite, il les droguait, il les agressait sexuellement, puis il mettait en scène ses agressions et il filmait ses agressions, pour la plupart. Puis ensuite, il les laissait là, comme ça, puis il repartait. Et ce que je disais tantôt, c'est pas faux de dire que s'il n'avait pas poussé l'odieux à se filmer, prendre des photos, oui, peut-être que ce procès-là aurait jamais pu avoir lieu. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu la preuve du côté des enquêteurs, oui, de ce qu'ils réalisaient. Exactement. Il y a beaucoup de victimes d'ailleurs, c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'ils soient arrêtés. Il y a eu plus que 13 victimes. Il y en a 13 dans le cadre de la poursuite, ouais, qui ont été retenues parce qu'il y avait suffisamment de preuves pour pouvoir tenir en cours sans soulever le doute raisonnable. Mais il y a eu beaucoup plus de victimes que ça. Après, le problème, c'est comme on parlait, la soumission chimique fait que les femmes ne savent pas qu'elles ont été victimes ou n'ont aucun souvenir, ou quand elles réalisent qu'il leur est arrivé quelque chose, il est parfois trop tard parce que il reste plus de traces de la drogue qu'il y a dans leurs tests médico-légaux, ou sauf celles qui ont été, donc c'est ça, celles qui ont porté plainte et qui ont permis de déclencher l'enquête et donc permis son arrestation. Elles ont soit quelques bribes de souvenirs, soit ont pu amener des preuves médico-légales. Vous avez eu le nez dans cette histoire-là pendant des semaines, des mois pour préparer votre série. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas entendus dans cette histoire-là qui vous ont déstabilisé, levé le cœur, horrifié, que vous pouvez nous partager? Oui, ça fait 1 an et demi que je suis là-dedans. De voir vraiment l'horreur et les sévices qu'il infligeait aux femmes, ça m'a vraiment perturbée quand on lit les documents de cours et quand on a la description vraiment en détail du contenu des vidéos et à quel point il était sadique. Et surtout, ça avait été annoncé dans les médias, mais c'était un récidiviste. Mm-hmm. Ça, c'est, je pense, ce qui m'a jeté le plus à terre, c'est qu'il était sous probation quand il a fait ses crimes. Il n'y avait pas le droit, corrigez-moi si je me trompe, mais d'utiliser les réseaux sociaux ou les applications. Exactement. Mais non, vous vous trompez pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fascinant puis même d'un peu dur à comprendre de réaliser à quel point cet individu-là était organisé et structuré, mais a pu être innocent au point de lui-même s'incriminer en gardant des preuves? On dirait qu'il y a quelque chose évidemment, on comprend que cet individu-là n'est pas bon, j'en parle pas en bien, mais il y a quelque chose qui coordonne pas dans le fait d'être si organisé sur plein de trucs, mais désorganisé sur ce qui t'incrimine le plus. On dirait que moi, ce bout-là est dur à comprendre et même fascinant dans cette histoire-là. Oui, puis j'irai même plus loin. Ce qui a permis son arrestation, c'est parce qu'il volait aussi les victimes. Il partait souvent avec des objets, que ce soit des sacs de marque, des bijoux, de l'argent. Et ce qui a permis son arrestation, c'est qu'il a volé un $50. Il s'est fait un virement Interac à partir du téléphone d'une des femmes qui a été une de ses victimes, avec son adresse courriel. Donc, ça a permis d'avoir des preuves vraiment concrètes et de déclencher et d'avoir suffisamment d'éléments pour avoir un mandat pour pouvoir perquisitionner chez lui et de trouver des preuves vidéo par la suite. Madame Boisset, dans le documentaire, je pense que vous avez rencontré le journaliste Tristan Péloquin. C'est Péloquin, oui. Il a appris
à une des victimes qu'elle avait été victime. Comment ça se passe, ça? C'est que les policiers faisaient leur enquête et c'est ça la particularité de cette histoire, c'est que la plupart des victimes, comme je le disais, ne savaient pas qu'elles étaient victimes, n'en avaient pas de souvenir ou avaient juste un malaise mais n'avaient pas de preuves ou étaient vraiment dans le brouillard par rapport à cette situation ou même c'était parfois même inconcevable de penser qu'il y ait pu se passer quelque chose pendant qu'elles étaient inconscientes. Le doute persistait de savoir est-ce qu'elles ont trop bu, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, donc, ça en restait là. Puis, c'est grâce aux preuves vidéo que les policiers ont pu remonter puis faire un travail de longue haleine pour remonter et identifier les victimes et annoncer et déposer les plaintes, en fait, par rapport à la place des victimes, puisqu'elles n'en avaient pas de souvenir. Et puis, le journaliste, M. Péloquin, a fait son travail, a eu accès à ça, sauf qu'il a été plus vite que la police pour approcher une des victimes. Voilà. Mais ça s'est fait, ça s'est fait avec beaucoup de délicatesse. Il a tout de suite donné les ressources et dirigé la personne en question vers le corps policier où elle a pu être prise en charge. Quand vous avez parlé avec des victimes pour ça, certaines n'ont pas de souvenirs. Par contre, est-ce que c'est un traumatisme? Dans quel état elles sont maintenant? C'est à différents degrés pour chacune. Je ne peux pas parler au nom de toutes. Dans celles qu'on a rencontrées, leur processus de reconstruction est à différentes étapes est rendu. Il y en a certaines où on sent que c'est encore très vif, très à vif, et d'autres où on sent qu'il y a eu une prise en charge, une reprise de pouvoir, mais malgré tout, les séquelles physiques, psychologiques restent là. Le trauma, ça prendra du temps avant de retrouver confiance, avant de pouvoir guérir, en fait, de ces blessures. En terminant, Vanessa, je voulais savoir vraiment juste de votre angle de réalisatrice. On a fait référence à l'histoire Pélico en France. Il y a le journaliste Hugo Meunier qui a fait un travail troublant mais exceptionnel où il a lui-même affiché au Québec l'équivalent de ce que était proposé en France dans l'histoire Pélico et où il a reçu tout plein d'hommes prêts justement à embarquer dans ce genre de stratagème. Vous êtes réalisatrice, vous voulez évidemment dénoncer cette ordure, vous voulez promouvoir l'histoire de ces femmes-là qui tentent maintenant de vivre une vie meilleure. Mais où est la ligne entre en parler, montrer comment ça se fait, en faire, entre guillemets, la promotion? Vous comprenez pas du tout ce que je vous accuse d'en faire, mais comment on fait pour déterminer comme réalisatrice où est la ligne entre dénoncer et d'une certaine façon montrer comment ça se fait ces affaires-là et possiblement en faire la promotion? En fait, ce n'est pas en faire la promotion. À partir du moment où on donne la parole aux survivantes, aux femmes qui ont eu le malheur de le croiser, d'être fidèles à leur récit, d'être rigoureux dans la façon de mener dans l'enquête et de comprendre et d'amener des faits qui ont d'ailleurs été couverts par les médias avant sur cette affaire-là. Ce n'est pas en faire la promotion, c'est de sensibiliser le public en disant pensez pas que les sites de rencontres qui sont la manière de dater d'aujourd'hui sont sans danger. Soyons vigilants, puis sensibiliser peut-être au niveau de la société, de se dire c'est quoi on a tendance à responsabiliser les victimes et à faire du victim blaming, alors que là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que société, pour que ce genre de prédateur soit mieux encadré. C'était un récidiviste. Est-ce qu'il y aurait eu des choses à faire pour prévenir qu'il y ait ces drames-là, en fait? Je l'ai ajouté à ma liste de trucs à écouter. C'est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme Crave. Ça s'appelle Le violeur de Tinder, disponible en 3 épisodes. Ça me semble très bon. Merci, Vanessa, d'avoir pris le temps de nous en parler. Ça fait plaisir. Merci, à bientôt, au revoir. Vanessa Boisset, donc co-réalisatrice de la série Le violeur de Tinder, basée donc à 100% sur des faits réels, avec des vrais témoignages, mais où, parce que souvent dans les documentaires, ce qu'on est habitué, c'est des scènes
de reconstitution, mais où on voit pas de visage ou des fois de dos. Et dans ce cas-ci, il y a des scènes reconstituées, mais avec des vrais comédiens que vous connaissez, que vous voyez dans d'autres séries, entre autres. Ça me semble super bien fait. C'est une histoire peut-être qui s'est un peu moins rendue à Québec qu'à Montréal, même si elle est vraiment devenue médiatisée au national. Disponible aujourd'hui sur Crave, donc concernant une histoire absolument marquante. Et dans ce que la vie a de pire et de plus dur à t'offrir, ce qu'ont vécu ces femmes-là. Les 13, c'est celles qui ont été... les histoires qui ont été acceptées en cours, mais on comprend qu'il y a eu plus de victimes que ça. Imaginez celle à laquelle Nico fait référence, te faire annoncer par un journaliste que tu as été violée. Ça doit être épouvantable. Seule femme autour de la table, là, je sais pas comment je me sens face à ça, puis je trouve ça extrêmement difficile. Je trouve ça horrible, on s'entend. Ça devrait même pas... pendant que tu cherches tes mots, on comprend même pas que ça existe. Fait que je peux même pas comprendre dans quel état d'esprit t'es. Puis on parle de... Comme je te dis, c'est pendant l'affaire Pélico, où il y avait des dizaines d'hommes qui ont accepté ça. Ça fait suite à un fameux forum sur un site Internet où des millions d'hommes sont allés voir des trucs pour, justement... imiter ce qu'ils faisaient. Endormir les femmes pour les agresser comme ça. Puis c'est dans le monde dans lequel on vit. Évidemment, c'est pas tous les hommes, là, mais il y en a assez pour s'inquiéter. Est-ce que tu as trouvé où tu te situes? C'est ça. Je sais pas si je suis choquée, horrifiée, si j'ai peur ou un mélange de tout ça. Tu sais, des fois, tu te dis, j'ai la chance d'être en couple avec un homme bon, là, puis je me considère privilégiée. De retourner célibataire, j'aurais extrêmement peur de toute cette game-là de dating, de toute cette façon de faire-là maintenant qui est virtuelle, qui est pas encadrée, qui est... Puis tu peux rencontrer quelqu'un de profondément mauvais en personne aussi, là, j'en suis bien consciente, mais puis tu sais, en ayant une fille là, qui va vieillir là-dedans et tout ça à travers ces applications-là, à travers le fait qu'il peut avoir des modus operandi. Puis tu sais, là, faut pas généraliser. Fait que c'est pour ça que je te dis, je sais pas comment me situer, mais j'ai un très, très grand inconfort en dedans. Je trouve ça horrible à entendre. Puis, tu vois, la reconstitution, je pense que c'est parfait pour créer des images puis pour que les gens comprennent l'ampleur. Mais je suis pas sûre que j'ai les nerfs assez solides pour écouter un documentaire comme ça. C'est au petit gars qu'il faudrait le faire écouter. Oui. Ça passe par là aussi. Je suis tellement tanné d'entendre des filles dire « faut que je me méfie » ou même des histoires à Québec encore. Je marche dans la rue, puis je veux pas mélanger les affaires, mais je vais mélanger pareil un peu. Là, des filles qui disent « quand mon char est pas stationné proche du resto où je sors dans Saint-Roch ou dans peu importe le quartier, j'aurais même pas dû nommer le quartier, ça n'a pas rapport. » Puis je marche avec mon sel avec le 911 déjà composé, puis il reste rien qu'à faire... puis avec mes clés entre mes deux doigts, là, moi, ça fait ça. Là. Je partais du festival d'été toute seule il y a quelques semaines, puis je retournais dans un stationnement souterrain, puis j'avais peur. Puis les gens qui nous écrivent, les hommes ne sont pas tous des pourritures, j'en suis consciente. Personne n'a dit ça, oui. Le problème, c'est qu'il y en a qui le sont. Ouais. Puis... Ils ont plus d'outils pour être plus pourris. Il y en a assez pour que ce soit dangereux. Oui, il y en a assez pour qu'il y ait des forums d'hommes qui se rencontrent pour se donner des trucs. Exactement. Puis il y en a assez pour qu'il y ait des forums d'hommes qui s'échangent des images, puis des tu sais. Puis restera là, qu'une femme sera toujours plus vulnérable qu'un homme. C'est ça. Absolument. C'est disponible sur Crave. Peut-être à écouter avec des jeunes ados ou vieux ados. Ça semble très bon, c'est bien fait. Le violeur de Tinder. Et j'aime ça aussi quand on a la délicatesse, je pense que tu peux pas le faire autrement, mais quand même, de demander aux victimes leur autorisation, d'avoir leur version. Et c'est ce qu'ils ont fait comme travail, Vanessa Boisset et les co-réalisateurs. Dans le fond, le questionnement, Marie, c'est et où la limite entre la prudence puis la paranoïa? Exactement. Oui. Tu sais, tu disais, il s'est filmé, puis à quel point il était tweet, mais en même temps, une chance qu'il l'a fait, tu sais, parce qu'on a pu l'incriminer, puis tout ça, puis parce que clairement, c'était un désaxé, là, tu sais, qui avait besoin de sensations, puis de... Mais oui, effectivement. Est-ce qu'on tombe dans la paranoïa, ou est-ce qu'on est juste prudente et
il faut l'être, là, prudente. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, quand on dit on éduque nos garçons, ben oui, naturellement qu'on éduque nos garçons. Mais ils vont quand même être confrontés à un moment donné à côtoyer Mais des gens faut-tu qui... vraiment éduquer nos garçons à ne pas endormir des femmes et les violer? Ben, je Visiblement. pense qu'il faut le nommer, que ça existe, puis que ces gens-là sont pas normaux. Tu commences par le consentement, mais après, ces choses-là doivent être nommées, absolument. Oui, nommer, oui, mais tu sais, c'est ton... Ah, je sais pas. Je peux pas croire que tu as besoin de mettre ça dans ton c'est éducation. ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est comme si tu me disais, faudrait élever nos garçons au fait qu'il faut pas tuer les gens. Ben, on le fait un peu. Voyons, Calis, ça va de soi, là. Je comprends, mais on le fait un peu. Mais malheureusement, ça va pas de ça pour tout le monde, visiblement. Je comprends. Ça part dans le cours d'école, quand t'es fâché après ton ami, tu y mets pas ton poing d'en face. Les conflits ne se règlent pas par la violence. Jamais. Puis des fois, il y a des... Peut-être que je me trompe aussi. Certains diraient, c'est un peu la conversation qu'on a eue sur le suicide l'autre fois puis le décès de Claude Lemieux. Est-ce que à en parler, tu sèmes l'idée? C'était un peu ma question pour Mme Boissel. Je pense que je l'ai mis mal à l'aise. C'était pas ça l'objectif. Mais moi, tu parlais d'en faire la promotion. Ben, c'est-à-dire, certains vont dire qu'il ne faudrait pas parler de son histoire. Il ne faudrait plus en reparler. Il y a eu conséquences, il y a eu justice, puis il ne faudrait pas raconter comment il faisait. Pour pas donner l'idée à des... Exact. Certains diraient ça. Moi, je ne suis pas de cette école-là, au même titre que quand on avait le débat sur le suicide. Certains pourraient le dire pour les enfants aussi, mais visiblement, notre méthode actuelle marche semi, là. Oui. Les non-dits puis les assumés que, ça marche pas vraiment, je pense, présentement. Tu sais, puis il y a quelqu'un qui écrit « c'est des exceptions, ces cas-là ». Mais malheureusement, les exceptions sont quand même... Mais pourquoi? Pourquoi vous vous sentez toujours obligé de rajouter « c'est pas tous les hommes qui sont comme ça ». Personne n'a dit ça. Pourquoi vous vous sentez toujours obligé de rajouter « c'est des exceptions ». Si ça te touche pas, que ça te touche pas, c'est l'espèce de réflexe d'autodéfense automatique à chaque fois qu'on parle de ça. C'est la même affaire quand on parle de femmes qui subissent la violence conjugale. Faut toujours qu'il y ait un gars qui lève la main qui nous dise « ouais, mais il y a des hommes aussi qui se font... Oui, mais c'est 85% contre 15%. Pourquoi vous vous sentez obligé de lever la main pour dire « c'est pas moi ». Si c'est pas toi, t'as juste à rien dire puis à être consterné par le fait que ça soit de plus en plus d'hommes qui fassent ça parce qu'on voyait pas ça avant. Mais on le voyait pas. Est-ce que parce que c'était moins médiatisé puis que les plaintes des femmes étaient moins bien reçues puis non, mais il y a aussi fallait le fait prouver le fait qu'on n'avait pas mis une jupe courte puis que non, mais il y a on aussi était le pas fait que responsable. les tordus, les vidanges trouvent maintenant D'autres modus des acolytes. Ouais. Hey. Alors que le cinglé du village puis le pédophile du village avant, il se cachait. Mais là, il se cache plus. Il se retrouve en Il se retrouve en ligne. Est-ce qu'il se cachait ou est-ce que les gens autour se taisaient? Ben, il y avait de ça aussi, mais il était moins... T'avais pas de groupe de pédophiles. Non, c'est sûr. Mais là, il y a des groupes de pédophiles. Puis, plus tu fréquentes des gens qui pensent comme toi, plus ça normalise ce que tu penses. Fait que ça, c'est d'être dans ta chambre d'écho. Il y a cette donnée-là aussi qui est nouvelle récemment avec l'Internet. Arrêtez de vous sentir visé si vous n'êtes pas visé, parce que ça me rend suspect de votre réaction. Je suis d'accord avec toi. Puis prenez un groupe de filles, là. Faites l'exercice entre amis, là, plus vieilles. Là. On s'entend, faites pas ça dans un groupe d'adolescentes pour pas les traumatiser si elles sont pas confrontées à ça. Mais demandez qui, dans sa vie, a eu peur à sa sécurité. Ouais. Qui, dans sa vie, a déjà subi, malheureusement, le GHB. Puis vous allez être surpris, messieurs, de savoir à quel point il y a des femmes ou même autour de juste vous. un malaise avec Juste un homme. un malaise. Je le dis tout le temps. Ou se sentir obligé de. Oui, faites le tour des femmes dans votre... Je vous l'ai dit plusieurs fois, je vous le répète. Je sais qu'il faut s'en aller, Alex. Faites le tour des femmes qui vous entourent. Sœurs, mères, filles. Demandez-leur si elles ont vécu une situation inconfortable et plus avec un homme dans leur vie. C'est 75%, je suis sûr, des femmes autour de toi. Absolument. Posez la question, puis vous serez surpris de la réponse.